Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors la petite particularité pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on a déjà tourné cet épisode, mais j'ai eu un petit problème technique et donc en fait, Frédéric est tellement intéressant que je me suis dit il faut qu'on retourne l'épisode. Donc, pour commencer, Frédéric, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Donc je m'appelle Frédéric Sillard, donc sans surprise je suis expert comptable. Je suis également fondateur du label Copilote, qui est une alliance d'accompagnement d'experts comptables. Et j'ai mon cabinet avec 3 associés, donc sur Granville, un cabinet qui représente environ une 50aine de personnes. Donc un profil plutôt entrepreneur. Oui, voilà, plutôt entrepreneur en effet. Et alors si on revient au tout début, où ça a commencé, alors là aujourd'hui t'es à Granville, donc en Normandie, est-ce que c'est là aussi que tu es né? Alors non, je suis né à Caen, pas très loin d'ici, donc en Normandie. Je suis originaire de Caen, mon père était entrepreneur, ma mère était au foyer, donc j'ai grandi dans un environnement canet, j'ai fait mes études là-bas. D'abord des études de sciences, parce que je m'orientais plutôt vers la filière informatique. Voilà, ma passion de départ c'était l'informatique. Et on m'avait expliqué, pour devenir informaticien ou travailler dans le monde de l'informatique, il faut faire des études de sciences. Alors j'avais été un petit peu surpris parce que je pensais qu'il y avait des filières spécifiques dédiées, mais à l'époque, dans la culture de mes parents, c'était mener une filière un petit peu peut-être traditionnelle par rapport à la fac. Et donc, je me suis retrouvé en Doc A, ça s'appelait, donc maths physique. Et ça a été quand même assez dur, je dois l'avouer, puisque au bout de 2 ans, il a fallu se rendre compte à l'évidence que c'était pas fait pour moi. Les mathématiques de haut niveau, mathématiques avec d'ailleurs je sais que tu reviens souvent sur ce débat un petit peu dans le podcast. Est-ce que les experts comptables sont doués en mathématiques? Pas forcément dans la mathématique fondamentale, je peux te le dire, en tout cas c'est pas mon cas. Et c'est ce qui m'a amené après à changer de parcours. Je pense que comme c'était le début de l'informatique, il n'y avait pas des filières spécifiques comme on voit aujourd'hui avec certains métiers du digital où il existe des licences, des masters en marketing digital un peu généralistes, mais sur certains métiers très précis, le SEO, le copywriting, le growth hacking par exemple, je sais pas si ça vous parle, ceux qui nous écoutent, désolé pour les anglicismes, mais il n'y a pas d'école, il y a des formations en ligne, etc., mais qui sont pas forcément certifiantes. C'est vrai dans beaucoup de domaines, par exemple dans le domaine du recrutement, quand on a créé une activité de recrutement plus récemment, on en parlera peut-être plus tard, mais les écoles de recrutement par exemple, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, les RH, le management, oui, mais le recrutement il y en a très peu. Donc il y a des domaines effectivement qui en fonction des modes et du développement des filières se construisent petit à petit, et l'informatique à l'époque effectivement, c'était un peu le début, donc c'était la méthode Meurize, pour ceux peut-être les plus anciens qui nous écoutent, peut-être ça perdure encore la méthode Meurize, mais c'est un petit peu les systèmes d'information autant que l'informatique. Donc il y a sûrement un point commun avec ce que j'ai fait ensuite, puisque les systèmes d'information c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon rôle d'auditeur par la suite. Et tu sais que ton papa était entrepreneur, il avait quoi comme type d'activité? Alors mon père avait un négoce de meubles à Caen, donc qui s'appelait les meubles. Alors tout d'abord il avait connu l'expérience d'une franchise
en adhérant à une franchise qui s'appelait à l'époque Lévitan, et une franchise de meubles. C'était au lendemain de la guerre de Deuxième Guerre mondiale, hein, donc on remonte pas mal parce que mon papa m'a eu assez tard, donc il a connu l'euphorie de l'après-guerre et il a glorieuse. Voilà. Et aussi il a eu la capacité à créer à la fois son commerce, mais en même temps il était très proche des fondateurs de Lévitan, et donc il a rapidement pris un rôle très actif au niveau de la centrale d'achat du groupe. Donc il parcourait les foires internationales de meubles, Milan, différents lieux en Europe, pour aller acheter pour l'ensemble de la franchise des meubles. Et ensuite, dans son magasin, il en diffusait une partie, mais ça partait un petit peu partout en France. Donc ce rôle déjà un petit peu, qu'on pourra peut-être trouver une analogie un petit peu plus tard avec ce que j'ai fait moi-même. Mais c'est ce que j'allais te dire, est-ce que tu vois pas des similitudes entre un peu le parcours de ton père, dans le sens où il était entrepreneur, il allait un peu aux quatre coins de la France, et puis alors toi, on expliquera plus en détail ce que c'est le label, c'est pas une franchise, mais je veux dire le fait de se regrouper entre entreprises pour créer un peu une marque commune ou s'entraider. Oui, c'est un point commun, c'est sûr. Il y a une certaine filiation, on le reconnaît dans le projet. Donc il est malheureusement plus là pour en témoigner, mais en tout cas le parcours qu'il a eu m'a inspiré. Quel type d'enfant tu étais, ou est-ce que tu t'en souviens, ou est-ce qu'on te l'a raconté? Alors oui, effectivement, je m'en souviens. Voilà, j'étais un garçon très réservé, hein, donc plutôt la peur de prise de parole, d'être en avant. Voilà, quelqu'un qu'on peut qualifier au départ de timide, qui s'est montré au final réservé, puisque j'ai réussi à maîtriser une grande partie, puisqu'aujourd'hui je prends la parole dans un podcast et que j'ai fait des interventions en public assez fréquemment depuis un certain nombre d'années. Ça peut paraître étrange, mais au départ j'étais très réservé. J'étais plutôt à l'aise à l'école. Et j'apprenais assez facilement. J'ai eu la chance de pas vraiment avoir eu besoin de travailler avant le bac, en fait. Donc, à aucun moment, je pense, avant le bac, j'ai vraiment travaillé pour avoir des résultats. Donc, j'étais assidu en cours et j'étais toujours là, toujours à l'écoute. Par contre, les devoirs, j'avais pas beaucoup besoin de les faire. C'était vraiment le minimum légal. Et ça se passait bien comme ça. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis. Dans le fait que tu étais un peu timide, réservé. Je pense que tu as toujours un peu cette part, et que ça demande c'est un peu tu sors de ta zone de confort à chaque fois pour tes projets, etc. Et moi, c'était un peu pareil. Alors, ça va peut-être paraître bizarre, mais en fait, à l'origine, je suis plutôt très timide et introvertie. Et ça me fait penser, quand j'avais fait mon premier stage en cabinet, justement, mon tuteur m'avait dit j'étais pareil à ton âge, tu verras après, on est plus à l'aise à prendre la parole, etc. Et je le croyais plus ou moins, parce qu'en fait, quand t'es très timide, tu te dis non, ça sera jamais pour moi. Et en fait, et en fait, tout arrive. Donc pour ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt réservés, et c'est pas forcément un défaut. En soi, il y a des points positifs et des points négatifs à être introverti comme extraverti. Donc en tout cas, c'est pas gravé dans le marbre. Ça peut changer. Bien sûr, c'est fait partie de notre ADN, donc on peut pas lutter contre de manière on va pas devenir star de la chanson. C'est peut-être un peu difficile, quoique je crois qu'il y a certaines stars de la chanson qui étaient relativement timides au départ, mais ce que je veux dire, c'est que si on a un projet, ce projet ça devient une passion, en fait on va bousculer l'ordre établi, et on va sortir de sa zone de confort, comme tu l'as dit, pour pouvoir se révéler. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est trouver le levier d'action, son levier d'action professionnel et personnel d'ailleurs, pour pouvoir s'épanouir. Et après, c'est avec l'expérience. Je pense que plus au début, forcément, on stresse beaucoup. Par exemple, si on prend la parole en public, ou on enregistre des podcasts ou autre. Et puis après, plus ça va, plus on se dit, au final, il s'est rien passé de si grave que ça, ou ça l'a fait finalement, voire même ça m'a plu, et donc ça dédramatise après pour la suite. Ouais, c'est l'expérience. On discutait il y a 2 minutes, puisqu'on
la chance de l'enregistrer 2 fois, que néanmoins, même après au deuxième enregistrement, il y a quand même une certaine tension, une certaine pression. Oui. Mais ça, c'est aussi la volonté de bien faire, la volonté d'essayer de contribuer au maximum aux auditeurs en leur apportant de la valeur à travers peut-être l'expérience de mon parcours, ce qu'on peut peut-être en retirer. Dans chacun en retirera quelque chose de différent, et c'est pour ça que je le fais, et je sais que c'est ce qui t'anime aussi dans le projet Voix de comptable. Oui, tout à fait. Moi, à l'origine, si j'ai commencé à partager et tout, c'est parce que je me dis, il y a un intérêt pour les gens, et donc, même si toi, personnellement, tu peux avoir peur et tout, sortir de sa zone de confort, au final, si c'est pour les autres, tu te dis, ça vaut le coup. Et comment ça t'est venu alors, cette appétence pour l'informatique ? Alors, je sais pas bien le dire, mais j'ai toujours aimé... Alors, je suis passionné d'échecs aussi, d'échecs au niveau du jeu. Les échecs, il y en a aussi dans la vie, mais on se remonte. On est rarement passionné par les échecs. Quoique l'échec, c'est aussi une part de la réussite. Oui, c'est formateur. On le verra peut-être un peu plus tard aussi. Mais les échecs, c'est un jeu que j'aime. Je pense que les échecs et l'informatique, ça a souvent été assez intéressant, parce que à mon époque, il y a eu des grands combats entre la machine et l'homme. C'est pas d'aujourd'hui, l'arrivée de l'IA, et on suffit de se poser la question qui va gagner. Mais c'est vrai que c'est de l'IA ou pas dans les jeux d'échecs sur ordinateur? C'était pas forcément de l'IA, mais c'était plutôt de la force calculatoire. Donc à l'époque, la machine, elle avait quand même aussi, ça m'a sûrement intrigué, parce que je jouais aux échecs assez jeune, et le fait d'être confronté à des machines qui avaient la capacité à jouer mieux que des hommes, progressivement, ça est arrivé durant pendant que je grandissais, la machine s'est mise à prendre le dessus sur l'homme. Ça m'a sûrement interpellé. Je sais pas si c'est ce point-là ou d'autres, mais j'aime bien j'étais assez à l'aise sur les mathématiques appliquées. Pas du tout sur les mathématiques avec réflexion abstraite, comme je le décrivais tout à l'heure, que j'ai pu tenter aussi, ainsi que la physique ou la thermodynamique, tout ce qui est équation de Schrödinger et d'autres. Peut-être ça dira quelque chose à certains auditeurs. En fait, moi, c'est pas trop mon truc. La probabilité de trouver l'électron au visage du noyau, c'est pas ce qui me passionne. Mais néanmoins, tout ce qui va être mathématiques concrètes, la finance, la gestion, ça a été ensuite un intérêt. J'ai marqué un intérêt pour ça, et j'ai découvert ça un peu par hasard. Et ça me fait penser aussi à mon parcours, parce que moi j'avais fait S, et on me disait comme t'as des bonnes notes, on t'oriente plus vers une prépa, etc. Alors que moi je disais mais non, ça m'intéresse pas, comme tu dis, de calculer des trajectoires ou tout ce qui est fictif et qui a pas, oui, non mais d'accord, mais concrètement ça me sert à quoi dans la vie de tous les jours? Pas grand chose. Et c'est aussi ce qui a fait que je me suis orientée dans les métiers de la gestion. C'est vrai que les métiers de l'ingénieur, ça me fait penser à une petite anecdote. C'est parce que en classe de fac, on nous proposait de jouer au bowling dans un train en accélération. Bon, c'était théorique évidemment, et on nous demandait en fait, effectivement, on lance la boule, ça touche les quilles, et comme le train est en accélération, la boule revient en arrière, donc on a 2 chances de toucher les quilles. C'est un peu tout ça se calcule, et c'est super précis. Ça m'a amusé, mais ça m'a pas passionné au final. Et le choix que t'as fait de t'orienter vers l'informatique, les sciences, c'était plus quand même un choix personnel, ou c'était aussi quelque chose où tes parents te poussaient dans cette voie-là, ou... Non, je me souviens pas du tout que mes parents m'aient poussé dans aucune voie. Je crois qu'ils m'ont laissé relativement libre de mes choix. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais inspiré par la trajectoire de mon père au niveau de l'entrepreneuriat. C'est probablement ce qui m'a donné la volonté d'entreprendre, qui s'est révélé relativement tôt ensuite. Mais néanmoins, ils m'ont pas poussé vers une filière plus qu'une autre. Ils m'ont laissé aller là où j'avais envie d'aller, donc j'ai eu l'occasion de me tromper et puis de changer de voie ensuite. Parce que t'as passé combien de temps en sciences? T'as passé quand même un diplôme. J'ai passé 2 ans de DUG, mais en restant toujours en première année. Donc... Ah, t'avais redoublé? Oui, j'ai fait 2 fois la première année. J'ai redoublé 2 fois, du coup, entre guillemets, puisque j'ai recommencé ensuite une filière vers le monde de la compta. Mais oui, j'ai eu... Alors, c'est vrai que la faculté, c'est un mode... je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est quand on s'oriente, de prendre une filière qui correspond au degré d'encadrement dont on a besoin. À l'époque, moi, j'avais besoin plutôt d'un degré d'encadrement relativement fort, et j'ai choisi la fac. Et c'est forcément une énorme erreur, puisque... En dehors des, je sais pas, il y a peut-être 10 heures de cours par semaine. Le reste du temps, c'était avec les potes à faire des trucs. Alors, je me souviens, je faisais des algorithmes pour jouer au casino.
des martingales pour essayer de voir s'il n'y avait pas une faille et comment est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent en jouant au casino. C'était une forme de jeu, voilà. Mais ça, c'était pas trop dans le programme. Donc ça a pas été une grande réussite au niveau. C'était de la mathématique appliquée et de l'informatique appliquée, mais c'était pas du tout de la mathématique absolue. Et comment ça t'est venu l'idée d'aller vers les métiers de la gestion et de la compta? Alors ça a été en fait un peu un hasard, parce que à l'issue de ma deuxième année manquée en fac de sciences, mes parents par l'intermédiaire de mon oncle, m'ont proposé de rencontrer un directeur d'école qui était directeur d'une école de gestion qui formait au BTS compta notamment, pas que, mais il y avait du commerce et d'autres activités. Et comme j'étais un peu perdu et qu'ils savaient pas trop vers où m'orienter, ils m'ont proposé ce rendez-vous. Mon oncle a sollicité un ami qui était le directeur de l'école au moment, et ça a été un tournant de ma vie, puisque ça m'a permis d'intégrer, de découvrir à la fois la filière comptable et de rencontrer mon épouse aujourd'hui. Donc voilà, on peut dire que la vie est bien faite et qu'on trouve aussi des façons de rebondir. Donc dans ce choix, c'était de pouvoir avoir un cursus relativement long, puisque l'expertise comptable c'est un cursus quand même assez long. Donc c'est un cursus où on peut trouver du travail à toutes les étapes. Déjà à l'époque, c'était déjà le cas, c'est encore plus le cas maintenant, mais c'était déjà le cas où on pouvait trouver à Bac+2, à Bac+4, à Bac+5, à Bac+8. On pouvait s'insérer dans la vie professionnelle et trouver un job à différents niveaux. Donc ne sachant pas là où j'allais aller, on s'est dit, ce qui serait bien, ce serait de pouvoir le mettre dans une filière où il peut aller au bout assez loin quand même. Il pourrait poursuivre ses études. S'il le souhaite. S'il le peut, s'il en a les capacités, s'il le souhaite, si c'est son projet. Et je suis rentré en BTS compta. Et alors là, tu découvres la compta, la finance, la fiscalité, que tu connaissais pas du tout. Alors en première année, j'ai découvert des nouvelles matières. Alors effectivement, l'économie aussi. Pas mal de matières qui n'étaient pas du tout abordées ou très peu dans le cursus avant. Des matières beaucoup plus appliquées, les statistiques, les probabilités, le contrôle de gestion, tableau de financement, enfin tout ce qui va être gestion. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez concret qui me convenait assez bien. Et je me suis retrouvé pas dernier, mais je me suis retrouvé premier de la classe en fait par jeu. Donc les mathématiques, c'était 19,5 ou 20. J'avais le choix. C'était la grande question à chaque fois. Voilà, j'étais très à l'aise. Et en compta, je me souviens avoir fait même un peu souffrir quelques professeurs parce que je leur faisais des racines cubiques pour résoudre des problèmes de compta. Ils aimaient pas trop ça, mais bon, c'était l'héritage de mon passé. J'étais un peu taquin, je suis resté. On s'amusait comme on pouvait pour faire vivre ce qui pouvait paraître peut-être un peu difficile. C'est l'apprentissage de la compta. C'est quand on apprend le débit-crédit. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On nous explique pas toujours ça très bien. C'est l'inverse de la banque. Voilà, c'est ça. On nous explique pas très bien parfois les notions de base, ça peut faire peur à certains. Il faut pas avoir peur de ça, parce que très vite, quelques années après, on découvre des choses fantastiques avec la gestion notamment. Donc pour ceux qui sont dans le dur avec la compta, il faut poursuivre et persévérer. Ça me fait penser que j'ai retrouvé il y a pas longtemps ma première copie de compta. Alors je crois que j'en avais déjà parlé, mais là je l'ai retrouvée et j'avais eu une 9 sur 20, ce qui est pas non plus une note catastrophique, mais en tout cas pour dire, maintenant j'ai quand même compris débit crédit, mais que on commence tous au début, on est tous débutants. Et ça veut pas dire que après on pourra pas être expert comptable. Il y en a plein sur le podcast qui ont dit moi je comprenais rien au début et finalement ils s'en sont sortis. Et t'avais fait des stages en BTS? Alors en BTS, oui, il y a eu les premiers stages, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de faire des stages dans d'abord un cabinet d'un big, qui toujours par l'intermédiaire de mon oncle, parce qu'à l'époque les stages ça se décrochait pas mal avec le piston. Donc on avait fait jouer le piston de... Je crois que toujours aujourd'hui, moi ce que je trouve surprenant, c'est que on est quand même, on dit qu'il y a des problèmes d'attractivité, etc. Et pour autant, les cabinets, souvent, ils prennent pas trop les stagiaires. On le voit, ceux qui sont en début de cursus, ils ont du mal à trouver des stages. Et pour autant, après, quand ils sont diplômés, tout le monde les veut. Mais par contre, en stage, c'est compliqué. Donc c'est aussi je pense, un facteur de
d'attractivité après pour son cabinet de prendre des stagiaires. En fait, c'est un investissement sur l'avenir de se dire qu'après, potentiellement, si le stage s'est bien passé, une fois que la personne sera diplômée, elle viendra dans le cabinet. Alors, je pense qu'il y a quand même des différences par rapport à l'époque, parce qu'à l'époque, le stagiaire, c'était un peu plus le cliché quand même de ce qu'on... La machine à café. Ouais, alors bon, pas tout à fait la machine à café, mais au début, c'était alors quand je suis rentré en stage chez le big en question, j'étais plutôt, c'était un peu les débuts de l'informatique, c'était les disquettes souples là. Dans les IBM, les écrans étaient verts et noirs, donc ou ambre et noir. Il y avait le choix, mais c'était quand même vraiment le début. Et donc, comme j'aimais bien l'informatique, je m'occupais de petites choses au niveau informatique, mais c'est vrai que il y avait encore des grands livres d'écriture et tout ça à la main. C'était un peu étonnant. Et moi, j'avais été relativement déçu parce que on nous donnait des tâches quand même extrêmement basiques, quoi. Donc, ça m'a pas forcément donné envie de continuer dans les grands cabinets. Et par rapport au rôle que j'ai eu à l'époque, même si c'était sympa de m'accueillir en stage, c'est vrai que j'avais été un petit peu vacciné. Ça m'avait peut-être pas aidé beaucoup à me projeter. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois ce qu'on essaie de faire dans nos cabinets. On essaie d'être attentif. Pour l'attractivité du métier, c'est hyper important d'être attractif aux attentes, y compris dans le stage de troisième, de découverte, où on peut pas se permettre de faire une mauvaise impression, parce que sinon c'est toute l'attractivité de notre métier qui peut se trouver remis en question. Et comment ça se passait si tu nous dis que c'était papier? C'est-à-dire que les écritures, on les écrivait comme en cours, et après on faisait des sommes, mais des fois on devait avoir des écarts parce qu'on a mal tapé, parce que... Il y avait des livres d'inventaire, où on notait des écritures, Alors c'est vrai que c'était laborieux, et c'était le début quand même de l'informatique, donc les choses commençaient à... Mais il y avait une déconnexion assez complète, c'est-à-dire qu'il y avait je me souviens très bien, dans le big en question, il y avait un pôle saisie, mais qui était au sous-sol. Ah oui. C'était vraiment des personnes qui faisaient que ça toute la journée, qui saisissaient des écritures au kilomètre. Donc sur un ces peu comme des robots, quoi. Oui, on pourrait le penser. En tout cas, c'était le métier à l'époque. C'est la façon dont ça fonctionnait, et ces personnes avaient un rôle très cadré en fait. Donc moi j'avais découvert un petit peu d'autres choses, parce que c'était plutôt sur le volet audit aussi que j'avais eu un petit peu mon stage, mais néanmoins les tâches étaient quand même extrêmement limitées, un petit peu ce qu'on fait le cliché du stagiaire aujourd'hui, qui perdure encore, mais qui existe quand même beaucoup moins, je l'espère. Et pour autant, ça t'a pas démotivé, tu vois, au niveau de la filière, en fait, tu t'es dit dans ce genre d'entreprise, par exemple, c'est comme ça, et... Alors non, ça m'a pas démotivé, parce que j'ai vu que ce que je faisais, il y en avait d'autres qui faisaient des choses qui avaient l'air intéressantes. Alors on me proposait peut-être pas forcément très souvent de le faire, mais néanmoins, je voyais bien que les collaborateurs qui étaient dans le cabinet, ils avaient des missions qui étaient clairement plus intéressantes. Il a dû m'arriver 1 ou 2 fois de faire quelque chose sur ma période de stage de 4 ou 6 semaines de vraiment intéressant avec eux, d'aller en clientèle par exemple. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, c'était assez rare. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait une perspective, et que c'était juste... fallait mieux pas être stagiaire, mais qu'en tout cas, en progressant, on devait pouvoir voir le bout de la lumière assez vite. Et que c'était le début du process, mais que ça voulait pas dire que c'était que ça. Et donc, je suppose que tu obtiens ton BTS. Oui, voilà, j'ai obtenu mon BTS assez facilement, et puis j'ai décidé de poursuivre. Par le concours d'entrée à la MSTCF, maîtrise de sciences et techniques. Ouais, l'équivalent du master CCA. Au passage, j'ai connu mon épouse entre la première et la deuxième année, puisque en fait, on était un peu en compétition. Il y avait 2 classes, une issue de ce qu'on appelait les bacs scientifiques et généraux, et une qui était issue des bacs techniques. Donc tout ce qui va être STMG aujourd'hui, ce qui était elle était en G2, donc c'était l'origine de STMG. Et en fait à la fin, les classes se réunissaient dans une seule classe, et elle était première de sa classe, moi j'étais premier de ma classe, donc ça a fait une compétition qui nous a amené à nous connaître un peu mieux et donc à débuter une vie ensemble. Donc c'est quand même moi qui ai gagné, je précise pour l'histoire. Non, sans lui en vouloir. C'était le challenge, le goût du challenge, ça fait partie aussi de
de nous. Peut-être qu'elle connaissait pas les racines cubiques, je pense. Non, c'est peut-être ça. Je sais pas si ça suffit, mais en tout cas, ça m'a permis de terminer le BTS assez facilement et derrière d'intégrer le concours d'entrée à l'IAE de Caen. Donc voilà, je me souviens très bien d'ailleurs d'un oral que j'ai eu à l'IAE, puisque j'étais reçu. Il y avait d'abord un écrit qui était qualificatif pour un oral, et à l'oral, j'avais retrouvé le doyen de la faculté de l'UFR de Sciences Éco, et qui était accompagné d'une autre personne qui devait être aussi très importante dans la fac. Et au moment de mon développement à l'oral, au tableau, je développe quelque chose, voilà, etc. Et il commençait à ricaner, etc. Et je me souviens cet exercice de déstabilisation qui est de dire mais vous avez bientôt terminé vos conneries parce que là maintenant il va falloir passer aux choses sérieuses. Ce que vous mettez c'est vraiment des bêtises, donc faut que vous arrêtiez quoi. Donc ça c'était ces épreuves un petit peu déstabilisantes où on testait la capacité du candidat à réagir dans une situation de crise. Ça m'a sans doute aidé par la suite. Hein. En tout cas, j'ai réussi à surmonter cette difficulté, mais je m'en souviens, c'est vrai que ça marque de traverser ces épreuves-là. Et t'as réagi comment ? Tu lui as répondu ou oui, je me suis pas démonté. Je lui ai dit, mais écoutez, je comprends pas ce que vous me dites, parce que pour moi, mon raisonnement, il est cohérent. Alors, on va reprendre un par un. Est-ce que ça vous êtes d'accord ? Est-ce que ça vous êtes d'accord ? Et ça s'est bien réglé, puisque de toute façon, c'était juste de la déstabilisation. Ouais, moi, je suis pas trop fan de ces méthodes-là, mais... C'était l'époque. Et donc on va dire en master CCA, là tu retournes, c'est un format fac avec moins d'encadrement que ce que tu avais en BTS. Oui et non, un petit peu moins, mais quand même beaucoup encore, parce que c'était des classes, des petites classes quand même. On était sur des classes de 30 ou 40, c'était pas non plus énorme. Donc ça restait quand même relativement encadré. Et puis à l'époque, ce qui nous était un peu garanti, c'est que quand on passait le concours d'entrée, normalement on ressortait avec le diplôme. Après, sauf celui qui s'est garé à ne vraiment rien faire, le concours d'entrée était tellement sélectif, tout était serré à l'entrée, et derrière on était à peu près sûr de ressortir. Donc c'était rassurant d'avoir réussi à passer le cap. Et tu voulais pas t'orienter vers le DSCG plutôt que le master CCA ? Alors à l'époque, le master CCA, c'était un accélérateur par rapport au DSCG, parce que ça permettait de passer le DSCG dans la foulée et d'avoir un bac plus 5 en 4 ans. Ah oui, parce que c'était avant la réforme LMD. BTS, 2 ans de MSTCF, donc équivalent master CCA, mais on était en 4 ans à l'issue de ça, et on passait le DSCG, enfin DESCF à l'époque, DSCG, et on pouvait obtenir un bac plus 5 en 4 ans. Voilà, ça a été mon cas. Ok. Et pareil, là, tu as eu des stages en master CCA ? Alors là, oui, j'ai eu des stages, et ce sont des stages qu'on comptait pour la suite, puisque j'ai notamment fait un stage dans un cabinet canet assez connu aujourd'hui, un cabinet indépendant, qui m'a fait découvrir l'audit. Et d'ailleurs, un des professeurs du cabinet en question enseignait en master, et c'est ce qui l'a amené à me proposer d'intégrer le cabinet ensuite. Alors, c'était pas tout à fait juste ensuite, parce que à l'époque, il y avait le service militaire. Donc à l'issue de la maîtrise, il fallait passer quand même par l'étape militaire. Et donc j'ai fait 12 mois de service militaire à l'EDNPC, le régiment nucléaire, biologique et chimique. Enfin voilà. Et à l'issue de quoi, j'ai intégré un poste en tant qu'auditeur dans le cabinet indépendant que je viens de décrire. Et comment ça se passait le service militaire, et qu'est-ce que t'en as retiré Alors ça se passait quoi. C'est-à-dire que en fait j'avais pas une passion pour le service militaire, et donc je me suis alors j'étais ce qu'on appelait un commando basket à l'époque, puisque j'avais des problèmes de pied, et j'avais du coup interdiction de porter des rangers, donc ça m'arrangeait bien. Donc on était en basket, mais on était un peu la risée forcément du régiment, parce que c'est pas trop l'image du militaire qu'on attend en basket. Et j'ai eu rapidement après ce qu'on appelait les classes, où c'est un moment où en fait on est on est bloqué au régiment sans pouvoir rentrer chez soi pendant 2 mois ou 3 mois. À l'issue de cette période-là, on a un mode de fonctionnement un peu plus normal, et j'ai été intégré dans un bâtiment administratif au service trésorerie. Donc je gérais les déplacements des militaires, et notamment, encore un petit point commun avec l'informatique, j'ai rencontré un autre jeune ingénieur qui a développé un programme, et ensemble on a développé un programme pour
calculer les déplacements des militaires, ce qui fait que en l'espace d'une heure, on avait travaillé toute notre journée, puisque le programme faisait tout le travail, et que avant, ils y passaient une journée à la main, et une fois qu'on a eu fabriqué le programme pendant 8 mois, on a fait autre chose. Vous avez fait quoi alors? Vous discutiez ou... Voilà, oui, on discutait, on refaisait le monde, et puis on pouvait travailler sur d'autres sujets qui nous passionnaient peut-être un petit peu plus que la gestion des déplacements. Et puis bon, voilà, l'outil gérait ça très bien, et après, je sais pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'ils l'ont supprimé pour revenir à la méthode ancienne. Et dans le cabinet dans lequel t'as été, comment ça se passait l'audit? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très informatisé. Entre autres, vraiment, entre autres, Excel est un indispensable, mais il y a plein d'autres outils aussi. Il y a l'IA qui arrive, mais comment ça se passait sans... Alors, au niveau de l'informatique, alors c'était, j'ai découvert le monde Apple. Grâce à Marc Levilly, qui est un confrère de Caen, avec lequel je suis encore en contact, qui avait installé dans le cabinet quelque chose de vraiment en avance, avec des Mac, et à l'époque, Mac avait un système de réseau très tôt, qui mettait les ordinateurs en connexion les uns les autres, et on pouvait, on avait des Mac, alors c'était pas encore au début des fixes, ensuite des portables. Après, il y a eu le développement de tous les logiciels plutôt sur un monde PC. Donc, j'ai amené le monde PC à l'intérieur du cabinet. Excuse-moi encore, Marc. Et ensuite, finalement, certains experts comptables sont revenus au Mac seulement ensuite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une partie de mon équipe qui travaille que sur Mac, donc ce qui montre bien la coexistence et la spécialité des deux mondes. Mais ça a été le monde de la micro-informatique qui est arrivé à ce moment-là. Donc on a pu partir en clientèle avec les ordinateurs, commencer à travailler. Mais du coup, c'était avec les ordinateurs fixes? Alors non, il y a eu des portables qui sont nés à ce moment-là. D'abord. Ils devaient être lourds, non? Oui, transportables, on les appelait plutôt que des portables. Et puis rapidement, après, ça s'est allégé. C'est devenu plus proche de ce qu'on est aujourd'hui. Et parce qu'en fait, on ne pouvait pas travailler à deux sur le même dossier en même temps. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, d'abord au début, comme forcément, on était sur des ordinateurs fixes, c'était chacun son tour, ou si chacun avait son ordinateur, après, on pouvait pas mettre les données en commun. C'est comme si les bases de données, elles étaient isolées au niveau de chaque ordinateur. Oui, chacun travaillait sur ses dossiers, mais la collaboration était très complexe. Ou ce client-là, il était sur tel ordinateur, donc si tu veux travailler dessus, il faut que tu ailles sur tel ordinateur. C'est ça. La mise en réseau, bon, ça c'était vraiment le début de ma carrière. Mais est-ce que justement, c'était pas au final un mal pour un bien, le fait que, en fait, t'as pu mixer la partie technique, on va dire gestion, comptabilité et tout, que t'aimais bien, et la partie informatique qui était ton premier amour, et du coup le fait que t'arrives au moment où il y a un peu cette transition. C'est le bon moment, oui. Alors là, pour ceux qui nous écoutent, ce qui est important, c'est la double compétence, quoi, qu'il faut mettre en avant, parce qu'effectivement, tu l'expliques clairement. La force de mon profil à l'époque, c'était la double compétence, donc la capacité à avoir à la fois les connaissances techniques en matière comptable, expertise comptable, et fiscalité, etc., mais aussi l'informatique, ce qui m'a donné très rapidement le rôle de responsable informatique du cabinet. Donc je faisais ça en plus à côté. Voilà. Donc et comme il y avait une 50aine de collaborateurs dans le cabinet, ça faisait quand même un petit peu de job, parce qu'il fallait s'occuper de tous les petits problèmes que les uns les autres pouvaient avoir, et c'était mon rôle aussi. Et c'est quelque chose que tu conseilles, ça, à ceux qui nous écoutent, d'avoir une double compétence, pas forcément dans l'informatique, mais d'avoir un autre, de potentiellement pouvoir avoir un autre rôle dans le cabinet? Je l'ai découvert un peu plus tard avec le marketing. Ce qu'il faut pour progresser, c'est un facteur de différenciation. En marketing, c'est comme ça qu'on dit ça. Voilà, faut se différencier. Donc la double compétence, c'est un levier extraordinaire pour se différencier. Parce que finalement, si vous avez la même compétence que tout le monde, vous n'êtes pas différent. Si vous avez en plus un petite lumière qui brille, forcément, tout de suite, vous allez être beaucoup plus intéressant, avoir des projets beaucoup plus intéressants. Donc oui, bien sûr, je le conseille. Et est-ce que tu as commencé ton stage directement ? Parce que j'ai l'impression que tu avais enchaîné les études pour aller le plus vite possible. Donc je suppose que oui, mais... Oui, j'ai enchaîné directement. Oui, c'était mon souhait de continuer rapidement pour obtenir le diplôme. Parce que comme j'avais déjà eu un petit passage de 2 ans de vacances, entre guillemets, je me suis dit, bon là, c'est bon, j'ai pris mes 2 ans de respiration, faut que j'aille au bout. Donc j'ai intégré le cabinet, j'ai eu une expérience, et l'audit, ça a été vraiment... une rencontre extraordinaire, parce que c'est un métier qui permet une réelle prise de recul, qui permet de découvrir l'approche par les risques, qui
pour moi, est très formateur pour devenir entrepreneur, de découvrir cette approche-là, et vraiment, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus, ça permettait d'aller dans des missions sur des entreprises de taille un petit peu plus importante, donc de découvrir un monde très très varié de profils d'entreprise. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie audit. Je me battais à l'époque pour avoir un dossier d'expertise comptable, et je m'en souviens encore, c'était un garage qui était situé Qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. à Ouistreham, oui. Moi, j'ai plus ni expertise comptable ni audit, on en parlera Non, plus tard. mais vu que je pense qu'il y a beaucoup plus de besoins, en expertise, et avec la loi PAC, tout ça, au niveau des mandats. C'est vrai, mais l'audit, c'est au niveau de la culture quelque chose d'assez formidable, et je pense que ça permet d'envisager l'expertise comptable, mais de le voir sous un autre angle. Et ce qui était particulièrement complémentaire, on en reparlera aussi après, je pense, c'est que mon épouse, elle a épousé plutôt la filière expertise comptable. Donc en cela, on a déjà été très complémentaires dès le début, puisqu'on avait chacun notre filière. Mais elle était dans le même cabinet que toi ou dans un autre cabinet ? Elle était dans le même cabinet, parce que le fameux prof qui était... en fait, il nous avait repérés tous les deux. Donc il a pris le risque de prendre un couple dans son cabinet. Et comment vous gériez ça, justement au final, vous étiez pas... vous étiez dans la même entreprise, mais vous étiez pas dans le même pôle, donc c'est comme si vous étiez pas... Ouais, c'est ça, c'est un cabinet d'une 50aine de personnes, il y a des pôles très différents, donc on n'était jamais ensemble sur les missions. Donc ça posait vraiment aucune difficulté. Et t'as fini par faire de l'expertise comptable un peu quand même ou... Oui, j'ai réussi à attraper un dossier d'expertise comptable. C'était un agent Renault, je me souviens, qui était à Ouistreham. Et d'ailleurs, je me suis battu pour travailler avec ce client, parce que dans les pôles audit, on n'avait pas trop l'habitude de mettre les collaborateurs à faire de l'expertise comptable. C'était vraiment scindé. La taille du cabinet permettait de le faire, et donc du coup, c'était des rôles dédiés. Et comme en passant le diplôme d'expert comptable, je me suis dit, c'est quand même absurde que j'ai pas un seul dossier d'expertise comptable. Il faut que je me batte pour en avoir un. Donc j'ai réussi. Donc je l'ai accompagné, ça m'a plu également. Et puis par la suite, j'ai pu en faire beaucoup plus. Et comment ça s'est passé ton stage ? Est-ce que c'est une période que t'as aimée ? Au niveau des formations à l'ordre, tout ça. Est-ce que tu étais à jour globalement dans tes obligations ? Oui, c'est une étape que j'ai beaucoup aimée d'un point de vue professionnel. Au niveau de l'accompagnement de l'ordre, je suivais un petit peu le déroulé. Alors j'étais pas ultra régulier sur mes rapports semestriels, voilà. Ce qui m'a valu une recommandation de mon contrôleur de stage à la fin sur la feuille. Alors, il y a une feuille sur laquelle on fait une petite synthèse du déroulé du stage, et c'était ne respecte pas les délais. Bon, c'est sympa. Pour quelqu'un qui est en expertise comptable ou en audit, c'est... Quand on va à l'oral avec ça, on est vraiment ravis. Je le remercie encore. Mais je sais pas si ça existe toujours, ça. Alors non, parce qu'à l'époque il y avait un oral qui était basé aussi notamment sur la soutenance de tous ces mémoires semestrielles, de tout ce qu'on avait fait à travers cette approche-là. Et donc quand on arrive avec une petite note pour le jury qui est spécifique, ne respecte pas les délais, je pense qu'on part déjà avec comme on dit dans les courses de chevaux, on rampe 25 mètres ou 50 mètres, là on part plutôt avec 500 mètres de retard. Bon, ça s'est bien passé par la suite, on a réussi à surmonter tout ça. Alors c'était un petit peu, oui, je l'avais un petit peu mauvaise, parce que j'ai mis un peu de temps. Autant j'étais motivé d'essayer de finir, mais j'ai mis un peu de temps parce que j'ai mis 5 ans en fait dans le stage. C'était de 3 à 5 ans. Et j'ai profité de mes 2 années de plus, et c'est ça aussi qui m'avait voulu cette remarque, ne respecte pas les délais. À l'époque, l'ordre souhaitait au maximum qu'on essaye de respecter le délai de 3 ans, même si c'était quand même tout à fait réglementaire de le faire en 5 ans. C'était pas la tendance. Donc c'était un petit remerciement pour avoir un peu allongé la période. Et est-ce que ta femme, elle l'avait fait en 3 ans ? Oui, Marie-Hermine, elle l'a fait plus régulièrement que moi, plus studieuse. Alors, elle avait perdu une année entre deux parce qu'on s'est attendu. Pour la petite histoire, elle était restée... je me souviens, il y avait 31 personnes de prise dans la classe et elle était 32e, ex aequo. Avec une autre personne d'ailleurs, et donc ils ont décidé de couper à 30. Ils prenaient une trentaine de personnes, ils en ont pris 31 parce que les 2 d'après étaient ex aequo, donc ils se sont dit si on est obligé de passer à 33, on va rester à 31. Donc elle s'est retrouvée coincée à j'ai plus quelques centièmes de points du concours d'entrée. Donc elle a repassé l'année d'après. Il y avait un concours d'entrée pour le stage ? En maîtrise, oui, à l'époque. Donc elle avait perdu un an à ce moment-là, mais elle a rattrapé après. Ah oui. Donc on a finalement été grosso modo presque synchro sur
diplôme. Et comment ça se passait les épreuves? Tu nous disais que c'était un peu différent. Est-ce que tu te souviens? Oui, c'était un peu différent. Il y avait cet oral, il y avait bien sûr le mémoire, et puis il y avait également toute la partie technique. Mais c'était pas des QCM, c'était des épreuves écrites. Et le mémoire, est-ce que tu as réussi à trouver ton sujet facilement? Sur quoi c'était? Je pense que c'est peut-être une des raisons de ce pourquoi j'ai passé 5 ans, c'est que j'ai pris mon temps pour choisir mon sujet. C'était l'analyse financière sectorielle, donc c'était de comparer les performances d'une entreprise avec d'autres performances d'entreprises du même secteur d'activité. Et c'était encore très lié à l'informatique, puisque j'utilisais à l'époque une base de données qui s'appelait Diane, qui permettait d'accéder aux comptes historiques de toutes les entreprises, qui étaient stockés sur CD-ROM en fait. C'était pas du tout Internet, c'était sur CD. On recevait des mises à jour tous les mois, avec tous les comptes des entreprises qui arrivaient, et ça permettait de dresser une analyse. Je me souviens bien d'avoir fait des axes abscisses ordonnés, avec des positionnements, avec des tailles de cercles, pour positionner un peu le marché, positionner les performances des entreprises. Donc mon mémoire, c'était ça. J'avais passé beaucoup de temps à créer le modèle informatique qui permettait de produire la mission. Et à cause de ça, parce que c'était en même temps pour le cabinet un apport, j'ai passé plus de temps à écrire le mémoire. Parce que pour écrire le mémoire, j'étais piégé par le fait qu'il fallait que mon modèle soit au point et soit finalisé. Et le fait que le modèle ait mis un peu de temps à se développer, ça a repoussé un petit peu mon mémoire. Mais c'était c'était déjà précurseur à l'époque, parce que après, maintenant on a des outils pour comparer, quand on fait notamment les restitutions bilan pour savoir est-ce qu'on est au-dessus, en dessous du secteur. Ouais. Mais en fait avant, on avait c'était un peu l'analyse de la data en fait, puisque finalement c'était la data qu'on avait à l'époque, c'est les comptes des entreprises sur CD. Finalement l'exploitation de cette data, je pense que j'ai été dans les premiers sans doute à parler de l'exploitation de la data, donc du coup qui maintenant devient le point clé peut-être pour l'avenir. Et puis qui mixait aussi, t'as encore ta double casquette un peu informatique. Oui, exactement. Ouais, ça m'a poursuivi et ça me poursuit encore. Et ton oral de mémoire, ça s'est bien passé alors, malgré la petite remarque sur la feuille? Oui, l'oral s'est très bien passé. Ce qui a été plus dur pour moi, c'était le mémoire. Il y avait 2 oraux. Il y avait un oral, il y avait déontologie plus il y avait parcours, un oral, etc. Ça a remplacé, je crois, de mémoire tout ça. Et celui-là s'est très bien passé, malgré ce qui était noté sur la feuille. Et par contre, j'ai été un peu plus secoué sur la partie mémoire, parce que j'avais eu un 4-1, c'est ça. C'est-à-dire pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait avant de passer de présenter le mémoire, de le déposer, il faut envoyer ce qu'on appelle une notice, on en a une aussi à envoyer pour le DSCG. C'est avec le plan détaillé, savoir sur quelle thématique c'est, un peu vendre le sujet au jury avant de l'écrire. Et donc, dans le cadre du deck, on envoie la notice, et une fois qu'on a les retours du jury, soit on a un 4-1, donc je crois que c'est accepté sans modification. 4-2, c'est accepté, mais il y a des choses à modifier. Et 4-3, c'est refusé, et auquel cas, il faut présenter une autre. Alors moi, j'avais un 4-1,5. Ça existait? Non, ça existait pas, mais mon jury avait quand même décidé de l'inventer, puisqu'il m'avait donné un accord sans modification, mais il m'avait mis des observations, qui étaient quasiment des modifications, puisqu'en fait, il avait compris que c'était le comparatif, parce qu'en fait, il était prof à l'UR de Bordeaux, de Sciences Éco, responsable de l'UR de Bordeaux. Et en fait, lui, il avait compris les informations financières dans les comptes annuels des sociétés. Alors qu'en fait, parce qu'à l'époque, les groupes avaient déjà des obligations d'information sectorielle dans les comptes annuels. Et en fait, moi, je traitais la comparative sectorielle, qui était un sujet fondamentalement différent. Et du coup, il m'avait recommandé 3 livres en anglais sur l'information sectorielle dans les comptes annuels, dans les comptes anglo-saxons, etc., tout ça. Et moi, alors comme c'était un 4-1, et qu'il était à côté de la plaque, entre guillemets, par rapport à l'observation qu'il m'avait faite, je m'étais dit, je prends le risque de ne pas en tenir compte. Et donc c'est un sacré risque quand même. Moi, je pense que je les aurais lus quand même, tu vois, histoire de se dire, de faire une petite synthèse. En anglais, je suis pas très à l'aise en plus en anglais. Et puis, je me suis dit, non, je vais lui expliquer que on s'est pas bien compris et que le sujet, ce que je traite, c'est pas celui qui pense. Il faut quand même avoir une bonne dose de confiance en soi pour se dire, moi, je vais aller expliquer au jury qu'en fait, il a rien compris à mon sujet. Alors ça a été un peu
un peu difficile à la soutenance, parce que je suis arrivé, ce professeur avait un bon charisme, et il prenait clairement le dessus sur le professionnel qui l'accompagnait. Alors, en tout cas, j'ai eu l'impression. Peut-être qu'après, quand ils ont débriefé, ça s'est rééquilibré, mais c'est lui qui parlait le plus pendant l'échange. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu la délimitation, ce que je traitais et ce pourquoi j'avais pas d'utilité de lire les ouvrages, parce qu'il cernaient pas mon sujet, en fait. Donc, c'était un petit peu difficile, forcément. Et toujours est-il que j'ai eu 10. Donc, en fait, qui est la note minimum, pour voilà, ceux qui nous écoutent. C'était la note minimale. Ouais. J'étais très déçu, parce que j'avais fait un gros travail sur 5 ans, et donc, je trouvais que ça méritait mieux, mais en même temps, j'étais quand même très content, parce que j'avais validé le diplôme. Et que, bon, après, sur le moment, j'étais déçu, mais après, j'étais très content. Et puis après, ça va si tu as réussi à compenser avec les autres matières, parce que là, tel que sont faites aujourd'hui les épreuves, ça peut être vraiment un gros piège. En fait, si tu as 10 au mémoire, tu peux pas le repasser. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne moyenne dans les écrits. Donc ça s'est bien passé. J'avais pas énormément de marge, mais c'est passé. J'avais un petit peu plus que la moyenne. J'ai dû avoir 12 à une épreuve, et voilà. Donc au final, c'est bien passé. Et tu savais ce que tu voulais faire après le diplôme? Alors oui, petit à petit, ça c'est alors probablement par rapport à l'expérience de mon père, la volonté de créer une entreprise, ça s'est développé au fil du temps. Et il s'est trouvé qu'un concours de circonstances, c'est que dans le cabinet en question qui m'avait accompagné remarquablement, il y a eu une étape assez difficile. Il y a eu une fusion avec un autre cabinet. Et c'est une fusion qu'on n'a pas bien compris, parce que on n'avait pas compris en tant que salarié à l'époque, ou stagiaire expert comptable, quelle était la complémentarité, la complémentarité, oui, mais pas le partage de valeur entre les associés qui s'associaient. Et à ce moment-là, j'ai pas eu de perspective vraiment en interne qui m'ont été clairement définies, parce que s'il y a eu un moment de flottement, je pense que les associés s'entendaient pas bien. Il y avait déjà pas mal, du coup, s'il y avait déjà les associés de ton cabinet actuel, plus on rajoute les associés de l'autre structure. Ils essayent de refaire ensemble quelque chose de nouveau, et je suis pas tombé au bon moment. Donc moi, je me suis éclipsé très vite. Par la suite, ils ont scissionné, ce qui est assez rare. Hein. Donc la mayonnaise a pas pris. Ah oui, donc ils ont fait chemin inverse. Ils ont fait chemin inverse, ce qui est assez compliqué, parce qu'il faut demander une dérogation à l'administration fiscale pour des raisons fiscales, pour pas avoir une fiscalité trop lourde suite à la scission, etc. Enfin, ils ont eu un agrément spécifique, ça a été long. Au-delà de l'administratif, moi j'aurais plutôt dit que déjà c'était compliqué. Enfin, au niveau humain, pour les salariés. Oui. Et il y a eu énormément de départs de stagiaires comme moi, et peut-être parfois certains confrères qui étaient diplômés, qui ont finalement, plusieurs années après, ne voyant pas de perspective arriver, décidé de quitter la structure aussi. Donc il y a eu un gros carnage en fait un petit peu autour de cette opération, et moi ça m'a permis de découvrir la voie de l'indépendance, puisque j'ai intégré un cabinet à Granville. C'est là que ça nous a ramené sur le territoire natal de mon épouse, puisque mon épouse est originaire du côté de Coutances. J'ai postulé à deux postes, un à Cherbourg et un à Granville, et par chance la personne de Granville est allée à Cherbourg, et donc du coup je me suis retrouvé à Granville en fait. Donc je préfère finalement, au vu des villes, être à Granville qu'être à Cherbourg. Donc je sais pas, c'est encore le hasard, puisque finalement on était 2 à postuler à Cherbourg, et j'ai été le seul sans doute à postuler à Granville, où on n'était pas très nombreux, et voilà, par jeu des chaises musicales, je me suis retrouvé à Granville. Et donc tu nous dis que tu découvres l'indépendance, mais en même temps tu nous dis que tu postules dans une entreprise. Oui, alors oui, parce qu'en fait c'était alors j'ai pas souhaité me mettre à mon compte dès le début. Je préférais essayer de repartir d'un existant, et comme toutes les personnes, avant de s'associer ou avant de reprendre un cabinet, là c'était plutôt un rachat, le dirigeant avait un certain âge, il envisageait aussi une transmission derrière, donc ça faisait partie des critères qui m'avaient... Dans les 2 cas, c'était le même cas. Il y avait une transmission derrière, donc c'est ce qui m'avait attiré. Et donc forcément, on commence par un poste en tant que salarié, donc j'étais responsable du bureau. Par la suite, mon épouse m'a rejoint dans le cabinet, et puis ensuite on l'a repris 2 ans après.
Et donc tu faisais de l'audit ou c'était de l'expertise? Alors j'ai eu la chance aussi de faire de l'audit un peu. Alors pas autant qu'avant. Là j'avais un rôle clairement mixte, mais je faisais de l'audit quand même parce que le cabinet était un cabinet multisite et on reprenait un seul site. Et sur ce site il y avait déjà un expert comptable qui parti à Cherbourg et qui donc avait géré l'ensemble du portefeuille d'audit. Donc j'avais, alors il y en avait pas beaucoup, hein, je crois qu'il y avait 8 mandats de commissariat aux comptes, mais bon, c'était déjà, il y en avait des jolis, dont certains qui sont devenus consolidés par la suite. Donc il y a de jolis mandats, il y avait des mandats associatifs aussi qui étaient assez importants. Donc j'ai pu quand même retrouver un peu une certaine aisance là-dessus. Et puis j'ai découvert l'entreprise individuelle. Parce que quand on devient dans son indépendant, dans son propre cabinet et qu'on a fait que de l'audit, on n'a jamais entendu parler de l'entreprise individuelle. Donc j'ai découvert que ça existait et comment ça fonctionnait. J'ai découvert la fiscalité aussi des TPE. Parce que quand on fait que de la fiscalité PME, c'est complètement différent. Les plus-values de cession, tout ça. Et puis voilà, je m'y suis fait. Et la volonté d'être entrepreneur dans ce projet m'a amené à me remettre en question et à me former à tout ce que je n'avais pas vu dans mon expérience d'auditeur. Donc mon épouse, bien sûr, nous a aidé beaucoup, puisque elle avait la filière expertise comptable. Même si elle travaillait plus sur des PME, elle s'est retrouvée forcément à travailler plus sur des TPE, puisqu'on a repris un cabinet avec 6 collaborateurs, Dominique, Bruno, Isabelle, Stéphanie, Séverine et Anita. Et donc il y en a encore aujourd'hui 5 sur 6 qui sont encore dans le cabinet. Donc c'était en 2002, hein, donc on peut situer un peu le temps qui a passé. Et puis je me souviens bien d'une anecdote d'un collaborateur qui s'appelait Dominique, qui se reconnaîtra du coup forcément. Je vais l'inviter à écouter le podcast. C'est que il me dit, de toute façon, t'en as pour 4 ans. Je te préviens. Parce qu'il pensait que t'allais pas tenir, en gros. Ouais. Il me dit, t'en as pour 4 ans parce que de toute façon, nous on vient d'avoir 3 directeurs de suite et ils ont tous duré 4 ans. Donc je te préviens, de toute façon c'est le délai. Alors je sais pas si ça voulait dire qu'il allait nous user en 4 ans. Non, mais pour lui, te fais pas d'illusions non plus, parce que de toute façon ça va tourner aussi pour toi. Donc bon, il est ravi je crois encore de travailler chez nous aujourd'hui, et on a largement dépassé le bail prévu à l'origine. Et est-ce que tu as mis des choses en place niveau informatique, justement, vu que toi tu avais une appétence dedans, et comme c'était un peu dans le cas peut-être d'une transmission, je suppose qu'il y avait peut-être pas forcément trop de choses à cette époque. Oui, alors quand je suis rentré dans le cabinet, c'était un petit peu le désert au niveau informatique par rapport au cabinet que je quittais, parce que forcément c'était beaucoup moins avancé en fait. Mais c'était plus petit aussi, la structure. C'était plus petit, donc c'était logique. C'était dans la moyenne des cabinets de l'époque. Donc il y avait encore des postes, il n'y avait pas de réseau informatique. C'est-à-dire que les postes n'étaient pas interconnectés. Alors que dans le cabinet où j'étais avant, ils étaient interconnectés depuis plus de 5 ans. Donc il y avait un écart, mais c'est ce qui m'a permis aussi de m'affirmer. Donc le dirigeant de l'époque, comme il avait un cabinet avec 3 sites, il me faisait faire des expériences sur le site de Granville, et puis dès qu'il voyait que ça fonctionnait, il répliquait sur les 2 autres sites sur lesquels il travaillait lui. Donc ça a pu aider un peu l'ensemble du cabinet à se développer au niveau informatique. On a mis des portables. Il fallait aller avec un ordinateur dans une salle de réunion pour imprimer. Là où était l'imprimante. Donc j'ai créé forcément rapidement un réseau informatique, tout ça c'est dans les années 2000, ça a été très vite, et les collaborateurs ont tout de suite apprécié. On a changé d'outils logiciels de production plusieurs fois, toujours être un petit peu à la pointe, et ça a été j'ai utilisé mes doubles compétences à mon compte. Et à quel moment s'est passée la transition alors? Et est-ce que ça a été fait en douceur? Alors la transition, à l'époque, la douceur, je sais pas si c'est ce qui me caractérisait. Je pense que j'étais animé par la volonté de changement assez forte, et je les accompagnais pour qu'ils suivent, les collaborateurs. Mais c'est vrai que la dynamique de changement, elle était impulsée de manière assez active, assez déterminée. Et bon, je pense qu'ils ont vu aussi leur intérêt au fur et à mesure dans tout ça. Bien sûr, il y a la peur du changement, mais quand il y a un accompagnement, et quand on est dans une structure où on est 6, l'accompagnement il se fait facilement. Parce que on sort de son bureau, on arrive dans le bureau d'un collaborateur et on parle, on se retrouve assez micro-structure, on se retrouve vraiment très très proche de l'ensemble des équipes, et ça se fait facilement.
Et au niveau de la transmission, est-ce que ça s'est fait rapidement ou... Alors la transmission, ça a mis 2 ans. Ça n'a pas été sans avoir quelques rebondissements, puisque je me souviens encore qu'une fois le vendeur, donc l'expert comptable qui m'avait formé, m'invite au restaurant avec son fils, nous invite avec Marie-Mène avec son fils, c'était à la Beaumonderie, à côté de Granville, et nous dit, et à ce moment-là, son fils devait éventuellement peut-être pouvoir prendre des parts dans la société. Mais il était expert comptable ou... Il n'était pas expert comptable, mais il était dans le cursus. Ah, ok. Et il nous dit en première partie de dîner, mon fils va prendre une orientation différente, donc il va aller travailler dans un groupe, il est allé chez Accor au Brésil. Finalement, il a réfléchi, il va pas reprendre le cabinet. Donc, du coup, c'est vous qui allez le reprendre. Mmh. Mais par contre, j'ai une petite surprise pour vous, c'est que c'est pas le site de Granville que vous allez reprendre, c'est l'ensemble du cabinet. Il y avait plusieurs sites. Il y avait plusieurs sites, et nous, on était sur un seul. Et je me souviens très bien qu'à l'issue du repas, on lui a dit que on avait bien réfléchi, mais que nous, on souhaitait pas reprendre l'ensemble du cabinet, donc ça serait soit que Granville, soit rien du tout. Et donc, il a été vraiment, il a été super parce que il a compris. Parce qu'en fait, il le faisait pas tellement. Il le faisait pour nous, en se disant c'est une formidable opportunité que je leur offre. Et il s'était pas mis à notre place. Dans son accompagnement, c'était un petit peu devoir pour nous, mais aussi pour nous chouchouter un petit peu d'une certaine façon. Et pour lui, c'était un cadeau. Privilège de pouvoir faire ça. Et en fait, rapidement, il a compris que c'était pas nos objectifs. Et j'expliquais pourquoi. On préfère partir d'un site plus petit pour avoir une croissance plutôt que de digérer des fonctionnements de sites qui sont différents avec des collaborateurs qu'on connaissait pas. Et ça nous a paru plus risqué de partir comme ça. Ce qui nous a toujours amené à faire de la croissance interne et pas de la croissance externe parce qu'on n'a jamais su le faire. Et quand vous reprenez le cabinet tous les deux, alors vous changez de nom ? Alors pas aussitôt. Alors oui, c'était cabinet PES, alors ça faisait cabinet PES et Tillard. PES Tillard, ça faisait bizarre. Et donc il fallait bien gérer la transition, fallait garder le nom du prédécesseur, commencer à associer le nôtre pour montrer qu'on était en train de prendre les rênes du cabinet. Et on a géré cette transition-là pendant quelques années sous ce nom-là, et puis après on a changé. Et comment vous avez eu l'idée du nouveau nom ? Alors je me souviens, c'était dans le train. Parce qu'à l'époque, je crois que c'est un des changements les plus fondamentaux qui m'ont aidé dans mon projet d'entreprise, c'est de sortir de mon cabinet. Je le dis souvent, travailler sur son cabinet et pas travailler dans son cabinet. Oui, tu avais fait un post dessus qui avait bien marché. Un post LinkedIn là-dessus, parce que ça m'a marqué. Et très tôt, j'ai eu la volonté de sortir de mon cabinet pour aller voir comment ça se passait ailleurs. Donc de côtoyer des réseaux d'experts comptables en dehors. Ça serait un conseil que je donnerais vraiment aussi. C'est de vraiment ne pas rester le nez dans le guidon, de prendre de la hauteur. Ça a probablement été possible parce qu'on était 2 à la tête d'un tout petit cabinet et que du coup, parallèlement, on a eu des enfants, faut aussi le dire. Et mon épouse a fait le choix, on a fait le choix ensemble que mon épouse ait un 4/5e. Néanmoins, on avait quand même 1,8 temps plein pour faire face à 6 collaborateurs. Donc, ça nous a aidé et notre choix initial de ne reprendre une structure plus petite, finalement, il a été porteur parce qu'il nous a permis vraiment de nous poser, de poser les bases du projet et de lui donner une véritable impulsion. Plutôt que de partir dans quelque chose de trop grand qu'on aurait peut-être eu du mal à maîtriser dès le départ et avoir des difficultés, on a préféré partir de plus petit. Et à la fois la naissance de nos enfants, d'abord Hermine puis Charles-Marie ensuite, nous ont aidés à nous impliquer dans le territoire au niveau local, parce qu'on était aussi en déménagement, on arrivait dans un territoire qu'on connaissait pas. Quand on a des enfants, on côtoie forcément l'école, d'autres parents, ça crée du réseau. Et puis Michel Pes, de son côté, il m'avait aussi poussé à aller vers une association qui s'appelle Initiative Granville-Terre-et-Mer, c'est le réseau Initiative France, qui m'a permis de créer du réseau. Donc finalement, pour quelqu'un qui est timide, sortir de sa zone de confort, c'est aussi un bien. Donc il m'avait préparé un petit peu le terrain en m'inscrivant déjà à l'association dès que j'avais rejoint le cabinet, et ça a été un formidable levier de développement ensuite. Je sais plus la question que tu me posais. C'était le nom dans le train. Oui, le nom dans le train. Parce que voilà, je suppose que tu étais en train d'aller visiter. Alors oui, je partais dans un réseau d'experts comptables
qui s'est formé à l'époque, qui était autour d'un éditeur de logiciels qui s'appelle RCA. Et dans les premiers temps de ce club, j'ai pu faire de longs trajets en train, puisque forcément Granville c'est un petit peu loin de Paris, donc j'avais au moins 3 Ils heures. sont basés à Nantes, je crois. Ils sont basés à Nantes, ouais. mais tous les clubs avaient lieu à Paris pour rencontrer plus facilement les confrères qui viennent de toutes les régions. Et j'avais donc 3h30 à l'aller, 3h30 au retour, et je me souviens qu'à l'époque je faisais des journées de folie, puisque je travaillais 3h30 dans le train au départ, je faisais la journée avec RCA, et je retravaillais 3h30 dans le train au retour. Ah oui, donc tu faisais le trajet aller-retour dans la même journée. Dans la même journée, en ayant travaillé 7 heures dans le train, plus une journée. Je faisais une double journée. 2 jours. et j'avais une énergie de folie, donc pour le projet, ça me coûtait pas du tout en fait. Donc je me retrouve dans le train un beau jour et on se dit... faut qu'on change on s'était dit avec notre épouse, faut qu'on change le nom du cabinet parce que Pastillard c'est vraiment pas commercial et puis ça nous correspond plus. Et puis l'ancien dirigeant il s'était éclipsé. Donc il fallait enlever ce nom. Mais c'est une des problématiques quand le nom du cabinet est relié au nom du dirigeant. Oui. Alors en plus on n'est pas dans du durable. Enfin, on est sur la durée d'une vie éventuellement, mais on va pas au-delà. Une entreprise normalement ça dure plus longtemps qu'une vie. Donc on a rapidement eu la volonté de donner un nom. Et je me souviens avoir mis, c'est un petit peu l'histoire des nuages de mots. J'ai mis sur une feuille des mots qui avaient du sens pour moi et qui devaient un petit peu symboliser ce que peut-être le cabinet voulait apporter à ses clients. Et rapidement, le mot copilote s'est imposé en se disant, tiens, le pilote c'est le chef d'entreprise et nous on est vraiment au plus près. Et je me souviens à l'époque quand j'en ai parlé autour de moi, je me souviens même d'avoir appelé Jérôme Clarisse, qui était pour moi un inspirateur au niveau du marketing à l'époque, pour lui dire écoute, j'ai choisi un nom pour le cabinet, je voudrais avoir ton avis. Et donc ce nom a fait l'unanimité assez rapidement, et ce qui fait que ça nous a amené à déposer le nom de domaine assez rapidement pour pas se le faire piquer. Et puis ensuite, plus récemment, j'ai vu quelques années après, le président de l'ordre qui s'est mis à utiliser fréquemment le mot copilote comme étant un petit peu un synonyme du mot expert comptable. Après, j'ai vu d'autres cabinets qui commençaient à utiliser ce mot-là, même des réseaux concurrents extérieurs à la profession comptable qui ont utilisé ces mots-là. Donc maintenant, on est dans une défense de notre marque qui est assez forte. Mais le fait de voir que beaucoup de personnes, et pas plus tard qu'il y a quelques mois, Microsoft qui décide d'appeler son outil d'accompagnement copilote, ça m'a touché, parce que je trouve que c'est assez intéressant de trouver le signifiant qu'il y a dans cette marque et ce que ça peut vouloir dire. Et est-ce que tu as eu des remarques des clients à cette époque quand tu as changé de nom, parce que eux ils n'étaient pas habitués? Alors effectivement, pourquoi j'ai choisi copilote? Parce qu'il y avait 2 points essentiels qui me paraissaient importants. C'est j'ai découvert le marketing en fait, mais j'appelle ça le marketing de Monsieur Jourdain parce que en fait c'est je l'ai découvert sans savoir ce que c'était, parce que je l'avais pas vraiment appris à l'école, où je m'étais pas attardé dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais ce qu'il faut, c'est différencier mon offre de service pour pouvoir progresser. Parce que j'avais la volonté de faire progresser, on avait la volonté de faire progresser le cabinet. Et là, on a eu toujours ma passion antérieure, l'informatique. On a mis en place des outils directement en ligne par rapport aux clients très tôt. Et on a créé des espaces où on a assemblé une offre de compta, un outil de newsletter pour tenir au courant les clients, et puis une base de données de leurs documents en ligne. Et ça, c'était en 2007-2008. Et très tôt, on a créé une offre autour de tout ça. Et puis parallèlement à ça, il y avait l'accompagnement humain qui était très fort, puisqu'on était 2 experts comptables par rapport à très peu de collaborateurs. Donc, copilote, c'est l'expression communication du marketing qui décrit finalement nos différences en fait. En quoi on est différent, on l'affirme directement dans la marque principale. Donc c'est osé parce que on le pose dès le début dans la marque. Et donc tu avais déjà cette appétence-là pour la communication, le marketing, qui n'était pas forcément très développé. Très développé chez les experts comptables et même encore aujourd'hui. Comment ça t'est venu ça? Tu lisais des livres ou? Alors, il y a eu des lectures, évidemment, mais il y a eu surtout la volonté forte de faire progresser un projet et de trouver les moyens de savoir comment on le fait progresser. Donc, j'avais la volonté d'avoir repris une entreprise, de vouloir la développer
et d'étudier quels sont les moyens qui sont à ma disposition et toujours de sortir du cadre en disant c'est pas moi qui vais les trouver tout seul, il faut que je prenne du recul pour trouver ces moyens et les mettre en action, et en fait on découvre le marketing, on découvre la communication et puis on teste et ça fonctionne. Et le logo, pareil, qui est assez particulier, comment ça vous est venu ? Alors le logo au début c'était pas ce logo, il a été changé par la suite parce que finalement on a décidé de choisir une mascotte au bout d'un certain nombre d'années qui est la coccinelle, qui est bien connue chez Copilote Expert Comptable. La coccinelle parce que c'était le symbole de la liberté qu'on apportait à nos clients. Donc on a pris un animal un insecte qui vole, donc le symbole de la liberté. On a pris aussi un petit insecte qui est souvent le chouchou des enfants et on dit que ça porte bonheur en fait. Ah bah tiens, t'as une coccinelle, ça porte bonheur et tout ça. Donc en fait, pour nos clients, c'est un peu aussi une énergie positive qu'on leur apporte. On va vous porter bonheur parce que notre accompagnement, on va essayer de vous aider au maximum en étant près de vous. Donc la chance, la liberté, la coccinelle s'est imposée et elle a pris le dessus sur le logo qu'on avait créé au départ pour devenir notre logo principal au niveau de Copilote Expert Comptable. Et est-ce que vous aviez fait d'autres choses qui étaient innovantes en matière de marketing et communication ? Oui, on avait fait une grande campagne d'affichage dans les locaux. Il se trouvait qu'on avait un emplacement qui appartenait à l'ancien propriétaire qui nous avait cédé le cabinet en plein centre-ville, mais qui devenait trop petit par rapport au développement du cabinet à ce moment-là. Et on a eu l'idée géniale, je pense, de se dire on va se servir de cet emplacement pour communiquer sur notre futur emplacement de notre local qu'on avait projeté de construire. Alors en fait, c'était une idée assez géniale parce qu'on pourrait se dire je vais communiquer, je veux communiquer, mais je vais pas communiquer dans mon emplacement antérieur parce que les gens vont mémoriser là où je suis et de toute façon, je vais mettre des visuels, je vais devoir les enlever juste après, donc c'est un investissement qui va pas durer très longtemps. Et en fait, c'est de profiter d'une exposition particulière au niveau visu qui nous a permis, c'est comme si on faisait une campagne de pub géante. Et les experts comptables faisaient pas de publicité du tout, alors à ce moment-là. Donc je me souviens avoir créé dans mon lit le soir les visuels en achetant sur des banques d'images des visuels qui nous représentaient, créer des slogans, etc. Et fait tirer en imprimerie autocollante des visuels qu'on a mis placardés sur tout le cabinet. Et ce jour-là, les gens se sont rendus compte qu'on existait. Avant, les gens passaient devant le cabinet et les gens ils s'arrêtaient et tout d'un coup ils nous disent mais jamais on avait vu qu'il y avait un cabinet là avant en fait. Donc là ça a été un déclic de se dire le marketing plus la communication c'est bien. Par contre, on a eu un effet pervers, c'est qu'ils pensaient qu'on avait été racheté. Parce que les seules marques qui communiquaient à l'époque, c'était les banques, c'était les assurances, c'était ces grands groupes. Et donc, on a pris conscience à la fois de l'opportunité, en cernant quand même un risque qu'il pouvait y avoir, c'est de se dire, attention, on est des indépendants et on est assimilé à un groupe. Donc il y avait un effet positif de gens qui avaient envie de venir vers nous parce qu'on devenait communicants, mais il y avait un aspect négatif parce que pour nous, on n'était pas assimilés comme exactement la façon dont on souhaitait rendre le service vis-à-vis d'eux. Surtout que c'était très peu répandu, les cabinets qui communiquaient, donc d'autant plus dans la profession. Enfin, même, je pense que c'était, je sais pas, c'est à quel moment déjà que ça a shifté au niveau de la réglementation. Entre 2005 et 2008, oui. Parce qu'il y avait pas trop le droit de faire de la communication. C'est ça, la taille des plaques, elle était réglementée. C'était des plaques en cuivre brillantes, là. Comme les notaires à l'époque, enfin voilà. Et donc, effectivement, dès qu'il y avait une plaque qui faisait 3 cm de plus, il y avait une plainte à l'ordre. Donc, c'était vraiment très très suivi. C'était marqué dans le code la dimension de la plaque qui était autorisée. Et il y avait interdiction de donner les cartes de visite quand on partait dans les réseaux. En fait. Ah oui, j'imagine les experts comptables qui viennent mesurer avec la petite règle la plaque. Tu sais, la nuit, pour pas être... C'était toute une époque, c'était de se dire que finalement, comme on était une profession réglementée, on n'avait pas besoin, comme c'était réglementé, on était en quelque sorte obligatoire, on n'avait pas besoin de communiquer, et que ça pouvait même porter atteinte à l'image à l'époque. Et je crois que vous aviez mis des choses en place aussi, je me souviens d'une anecdote sur les voitures. Oui, ça a été vraiment un boost énorme. On s'est dit, tiens, on va prendre une voiture mignonne, type la Fiat 500 à l'époque. C'était le lancement de la Fiat 500, je crois. Et on l'a, rempli de coccinelles et de messages
qui mettait en avant nos facteurs de différenciation. Hein. Vous l'avez floqué, du coup ? Oui, en autocollant. Et ça a été vraiment un facteur de mise en avant considérable parce qu'il n'y en avait aucune à l'époque. Et on a encore ces quelques Fiat de l'époque. Il nous en reste une. Et c'est vrai que elles ont été énormément remarquées. Elles nous ont aidé énormément à progresser en notoriété sur la place. Et est-ce que tout ça vous a aidé aussi au niveau collaborateur ? Parce que je suppose que le cabinet se développait, donc il fallait recruter des personnes. Alors oui, la communication, ça aide forcément pour l'attractivité. À l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes de recrutement. C'était relativement facile de recruter. Il y avait un certain équilibre, voire même un peu plus de profils qu'il n'en fallait. Par rapport au volume d'emploi que représentait l'ensemble des cabinets d'expertise comptable. La concurrence, c'était éventuellement l'entreprise, en disant on va en cabinet ou on va en entreprise. À l'époque, il y avait des salaires plutôt plus élevés en entreprise, il y avait un intérêt du travail plutôt plus fort en cabinet, et ça se régulait un petit peu en fonction des profils. Parfois, il y avait des gens qui partaient du cabinet pour aller en entreprise dans une deuxième carrière, mais ça se passait bien, il n'y avait pas de difficulté pour recruter. Par la suite, ça a été différent et la communication nous a beaucoup aidés. Et alors même s'il n'y avait pas de problème au niveau de l'attractivité, qu'est-ce qui vous a poussé alors à faire des portes ouvertes ? Alors oui, les portes ouvertes, la volonté de développement. Pour faire savoir ce qu'on était capable de faire, il fallait communiquer en grand, je l'ai dit, avec vraiment des gros visuels sur le site qu'on a ensuite quitté. Et puis ensuite, à l'ouverture du nouveau bâtiment qu'on avait construit, 365 mètres carrés dédiés au conseil, on a fait une grande campagne sur l'avenue principale de la ville, avec marqué porte ouverte, copilote, et des flyers aussi qui promouvaient la démarche, avec deux cibles. D'abord les étudiants, pour justement tout ce qui est marque employeur, se rapprocher des écoles. On a organisé une porte ouverte aux établissements pour faire découvrir le métier d'expert comptable. Et puis les créateurs d'entreprises. Voilà. Donc on avait fait le choix vraiment d'être respectueux des confrères en ne communiquant pas vers les clients des confrères, mais uniquement ceux qui étaient en phase de création d'entreprise, parce que forcément ceux-là, on suppose naturellement qu'ils sont pas encore entre les mains d'un expert comptable, donc c'est relativement respectueux. Pour autant, on a eu une grosse réaction à l'époque, avec notamment une plainte d'un confrère, une plainte anonyme d'ailleurs, faut le préciser, parce que auprès de l'ordre des experts comptables, en disant c'est pas normal de pouvoir faire ça dans le contexte où on est par rapport au texte de la réglementation de la profession, alors qu'en réalité ils se sont trompés, puisque c'était devenu normal, puisque la communication était ouverte, mais ça faisait peu de temps. Et je pense que c'était un cabinet qui, à l'époque, a vu notre progression comme étant peut-être un risque par rapport à leur place sur le marché, et qui se sont dit on va peut-être essayer de les freiner d'une certaine façon. Voilà, ça arrive parfois, les coups bas. Donc j'ai pu avoir la chance de répondre en audience du CRO à ce qu'on me reprochait. Et au final, je me suis trouvé blanchi, puisque j'avais pas été au-delà de ce que le texte me permettait de faire. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.